là, c'est le week-end, on est vendredi. Et vendredi, chers amis, tout est permis, vous le savez déjà. Bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver par ici les matins. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, et le représentant du groupe Boeing Bâtiment International ont donc signé le contrat pour la construction d'un hôpital de référence. C'était ce jeudi. Voici le point de Haïti 7. D'un coût global de 175 millions d'euros, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi sera doté de plus de 500 lits et répondra aux normes internationales. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a procédé à la signature de contrat de cet hôpital ce jeudi 6 février 2020. Au cours de la cérémonie, il n'a pas manqué de lever un coin de voile sur les caractéristiques de ce centre hospitalier universitaire qui sera érigé et fonctionnel dans 36 mois dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un hôpital de référence, le plus complet de la sous-région ouest-africaine, et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical. Nous pouvons avoir des spécialités de pointe en termes de cardiologie interventionnelle, mais également de gastro-entérologie et d'autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe, de l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie de pointe également, et d'autres services chirurgicaux, notamment la chirurgie viscérale et la chirurgie traumatologique. Mais au-delà de ça, une des particularités majeures de cet hôpital est la mise en place, pour la première fois au Bénin, d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie, qui est vraiment d'appoint pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais dans notre pays. Également, une particularité, la dernière que je voudrais souligner par rapport à cet hôpital, c'est que dans la réforme que nous avons entreprise pour les services funéraires, il était important de disposer de services funéraires de qualité. Et cet hôpital aura la particularité de disposer d'un service funéraire de grande capacité, permettant d'offrir également tous les services mortuaires possibles de toutes les confessions, donc qui sera pratiquement de 300 à 400 places. De son côté, le partenaire Boeing Bâtiment International assure qu'il va mettre son expertise au service de la construction de cette formation sanitaire. Vu que c'est un projet qui aussi, en parallèle, fait l'objet d'un financement qui a été signé hier par le ministre des Finances. Donc on est très fiers de cette opération. Pour ce qui concerne Bouygues Bâtiment International, les hôpitaux font partie de nos produits de référence en termes de construction. On a plus de 400 références dans le monde d'hôpitaux, donc c'est un produit que l'on connaît particulièrement bien. Concernant votre question, on est sur un délai d'exécution de 36 mois. Alors c'est une exécution au sens large du terme. Il y a la finalisation de la conception qui est déjà largement faite, qui est intégrée dans ce délai, la construction, la formation, la mise en service des équipements. Donc on va assurer dans cette prestation de 36 mois aussi la formation du personnel de santé à l'utilisation des équipements médicaux. La contractualisation de la construction de cette formation sanitaire entre le ministre de la Santé et le directeur de développement de Boeing Bâtiment International confirme l'ambition du gouvernement, celle de permettre à un grand nombre de Béninois d'avoir accès à des soins de qualité. Vous le savez, une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie était en visite au Bénin. Cette dernière a rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, à la présidente de la République. Retour sur ces échanges avec Laurent Roland-Tonenquès. La délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, qui a séjourné au Bénin du 1er au 4 février 2020, a rencontré le président de la République, Patrice Talon. Une audience au cours de laquelle tous les sujets liés à la gestion et au développement du Bénin ont été abordés, notamment la limitation de la grève.
Patrice Talon s'adresse à ses hôtes. Il évoque un pays pauvre où la grève a été pervertie. Nous avons trouvé une solution de notre imagination pour répondre à notre problème spécifique qui, sous d'autres cieux, serait inacceptable. Limité, comme le droit de grève peut être, le droit peut être réglementé. Nous l'avons réglementé à notre façon, en limitant le droit de grève à 2 jours par mois et à pas plus de 10 jours dans l'année. Pour dire, c'est bien d'exprimer sa désapprobation par rapport à quelque chose, ses exigences, de déposer le tablier pour quelques heures, quelques jours pour l'exprimer, mais pour le service public, on ne peut pas paralyser le pays parce qu'on a des exigences qui ne sont pas satisfaites parce que le pays n'a pas les moyens. Toutes les questions liées aux réformes ont donc été abordées sans tabou par le président de la République, Patrice Talon. Il a été également question de la crise post-électorale survenue après les législatives d'avril 2019. Patrice Talon a présenté à ses hôtes les actions menées par son gouvernement pour la préservation de la paix. Nous sommes restés dans cette foi de corriger nos travers tout en préservant la paix sociale. Et les temps qui ont suivi, nous sommes engagés dans un dialogue politique, nous avons échangé encore entre nous, pas sans difficulté. Mais nous sommes arrivés à rebâtir tout doucement ce qui a paru être perdu, c'est-à-dire notre convivialité dans la compétition politique. Nous avons renoué avec notre sens de dialogue au Bénin, de consensus, et les élections à venir ne manqueront pas, je l'espère, de consacrer cela. Le président de l'APF, l'ivoirien Amadou Soumaoro, sort satisfait de la rencontre. Il apprécie la démarche du président de la République qui a consacré 2 heures d'horloge à sa délégation. Et non seulement il a été disponible, mais il n'y a pas eu de questions taboues dans nos débats. Le président a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées, et avec son cœur, avec sa passion pour le Bénin, avec sa passion pour l'Afrique. Nous avons vu un président qui a une vision pour le Bénin, pour son pays, qui a une vision pour l'Afrique, qui a une vision pour les générations futures. Amadou Soumaoro a rappelé que sa délégation est venue au Bénin pour faire valoir les principes de l'APF que sont l'approfondissement de la démocratie, la solidarité et l'accompagnement des États et parlements francophones. Des principes que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est engagé à respecter. Parlons à présent des décisions issues du Conseil des ministres qui s'est déroulé ce 5 février en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises ou du moins sont à retenir: la création de la zone économique spéciale de Golo-Djibé et l'autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion, et puis contractualisation pour les travaux connexes de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou et d'autres décisions. Suivons ici le point de ce Conseil des ministres. Au titre des communications, création de la zone économique spéciale de Golo-Djibé et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion. Cette zone a pour vocation de susciter l'intérêt des investisseurs dans divers domaines, notamment la transformation de produits agricoles, industriels, ainsi que dans les activités connexes, comme la logistique et l'entreposage. La contenance de la zone économique spéciale est de 1414 hectares sur les 10 000 déclarés d'utilité publique dans la localité. En vue de la mise en œuvre diligente du projet, le gouvernement a, après les consultations engagées, identifié comme partenaire stratégique le groupe Ariz, société détenue par Olam International et Africa Finance Corporation,
qui dispose d'une solide réputation en la matière. Contractualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou. D'ici à la construction de l'aéroport international de Glodjibé, le gouvernement a décidé d'entreprendre des travaux au niveau de celui de Cotonou. Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux. Pour optimiser les résultats escomptés, il est apparu nécessaire d'étendre les travaux au hall départ de l'aérogare passager et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel ainsi qu'au salon d'honneur. Réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, phase 2 et de ses bretelles. Ces travaux vont de la fin de la phase 1 du projet route des pêches dans la localité d'Adunko jusqu'à la Bouche du Roi dans la commune de Grand Popo, en passant par la porte du non-retour à Ouida. Le linéaire est de 35,80 km et les travaux prennent en compte les bretelles Adunko Kokokodi, à Vlekete Paou et porte du non-retour route nationale inter-État Ouida-Irakondi d'une longueur cumulée de 17,95 km, soit au total 53,75 km de voies à bitumer, assorties d'ouvrages de franchissement. La réalisation de l'ensemble des ouvrages ainsi énumérés permet de finaliser ce projet d'envergure du programme d'action du gouvernement en vue de renforcer l'offre touristique des localités traversées. Les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina connaissent un niveau d'avancement conforme au planning de départ. En vue de les synchroniser avec la réalisation des projets d'aménagement urbain destinés à apporter une plus-value touristique à la zone desservie, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises nationales et internationales pour la mission complète de maîtrise d'œuvre pour les travaux de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance, du parc des Amazones et du jardin de Mathieu. La mission d'élaboration des études d'impact environnemental et social y relative. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maury Agua. À présent, chers amis, pause pub et nous reviendrons juste après pour la revue des titres. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. La revue des titres, c'est maintenant. Merci d'avoir pris le rendez-vous. La Nation en manchette, l'on peut lire aujourd'hui, centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi, 116 milliards de francs CFA pour un hôpital ultra moderne. À la une du quotidien La Nation, justice pénale, la nouvelle architecture
de la criette. Voilà ce qu'on retient de la nation. Notre époque à présent, après la modification de la loi à l'Assemblée nationale, ce qui va changer à la criette. C'est l'information que nous apporte donc notre époque de ce jour qui s'intéresse aux élections communales et municipales 2020 au Bénin et titre Victorine Nkodoté, le joker de luxe de talon dans le 12e arrondissement. Voilà ce qu'on retient de notre époque. Et donc, le Béninois Express matin à présent, Béninois vivant en Chine et l'épidémie de coronavirus, les instructions fermes du chef de l'État à la une du quotidien Express matin. L'on parle de développement de l'économie, engouement pour les achats en ligne. Voilà ce qu'on retient donc de ce quotidien Express Matin. Alors que détermination s'affiche, présentation de vœux dans la 3e arrondissement de Cotonou, Dieudonné Houtin, une référence, Houtin, voilà, une référence pour la jeunesse de Moël Bénin. À la une du quotidien, l'on parle de séquestration de la fraternité Oborigien du Bénin. Ils préviennent et interpellent le gouvernement à prendre des mesures idoines. Il n'y aura jamais un autre roi. Nous resterons fidèles aux prescriptions du FA, nous informe le journal. Pose de gazon synthétique sur le stade Jean-Pierre Gascon. Les populations de Paubert disent merci à Patrice Talon. À la une de nouvelles élites de ce jour pour les élections communales de mai prochain, le gouvernement rend gratuite la délivrance et la légalisation des actes administratifs aux candidats. Un bel acte qui prouve que les élections seront définitivement inclusives. Pardon. Nous passons à la une de notre quotidien. Cette fois-ci, c'est le Clairon. Le Clairon, le gouvernement facilite la tâche aux candidats. Le gouvernement facilite la tâche aux candidats. Cela concerne bien sûr la gratuité des actes administratifs pour les élections municipales. Hôpital de référence à Abomey-Calavi. Wadaï décroche 175 millions d'euros pour le projet, nous informe aujourd'hui le Clairon. À la une du quotidien Le Béninois libéré, départ de l'honorable Kedja Oundé de l'USL pour le BR, Bloc républicain. Le député justifie son choix. Il n'entend pas combattre un homme qui fait si bien pour son peuple. Rencontre chef de l'État, élite engagée. Talon félicite le Moël Bénin. Et puis, réalisation du PAG, Talon, des mutations s'opèrent dans notre pays pour le bonheur de tous. Résistance Soglo orphelin, célibataire et seul sur son paquebot. C'est le titre aujourd'hui qu'écrit le Béninois libéré à sa une. Et puis, matin libre à présent, communal 2020, ce que Rumpé pense des logos FCBE et FCDB. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Et puis, donc, Cotonou, dépôt d'ordures sur les TPC, la police municipale, les terre-plein central, donc, la police municipale interpelle 16 personnes, dépôt d'ordures sur les terre-plein central, la police municipale interpelle 16 personnes, nous informe Matin Libre. Accident de circulation à Alada, la victime dépouillée d'une forte somme. On passe à la une du quotidien Le Leader du jour. Et puis le journal nous informe de la distinction d'un Béninois talentueux par le club Efficience à Paris. Wilfried Loriano Dorego reçoit le prix d'excellence 2020 et honore le Bénin en France. Le leader du jour, conçu comme un compartiment de l'économie éthique, la société, c'est de la pub. Remise de l'aide de mission à la une du quotidien au secrétaire général de la mairie de Bonou, Émile Thio, rassure le maire Julien Afonka d'accomplir sa mission dans une approche managériale participative. Presse du jour, à présent, dynamique urbaine et commerciale, une zone économique spéciale érigée bientôt à Glodjigbe.
Et donc le journal affiche à peu près la zone avec le plan de viabilisation. Assemblée nationale vers le vote d'une loi déclarant l'esclavage contre un crime, bien sûr, comme je dis, vers le vote d'une loi déclarant l'esclavage comme, voilà, un crime contre l'humanité. Je suis arrivé, grande mobilisation des artisans à l'installation de la Sénab Paris-Gaé pour la présidente Lali Soanzo et ses pairs. Le matinal à présent, signature de contrat pour une formation sanitaire de référence. À Calavi, le Bénin va construire l'hôpital le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Une grosse information que nous apporte le matinal. Place à la médecine nucléaire. Demande d'inscription sur la LEPI. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Une trentaine de requérants déboutés. L'événement précis, déclaration du président Patrice Talon sur la gouvernance de son régime. Nos actions produisent des résultats tangibles. La plupart des projets du PAG sont mis en branle selon le chef de l'État. Et puis réaction du secrétaire exécutif national et porte-parole sur l'actualité nationale, Paul Rompé, réaffirme l'appartenance de FCBE à l'opposition. C'est ce qu'affiche aujourd'hui à la une du quotidien l'événement précis. Dynamisme info, gratuité des actes administratifs décrétés par le gouvernement, une décision humiliante et suicidaire pour les communes, selon Dynamisme info. Et puis, message sur sa page Facebook en rapport avec le niveau d'évolution du PAG, les résultats de Patrice Talon, argument imparable pour 2021. Voilà ce qu'on retient de la une du quotidien Dynamisme Info. Alors que le challenge s'affiche, s'intéresse également à la gratuité des actes d'état civil pour les prochaines municipales et communales. Partis politiques à vos marques. Écrit aujourd'hui le challenge, construction d'un centre hospitalier universitaire, 116 milliards pour un méga hôpital de référence à Abomey, Calavi. Et puis, construction du grand marché de bétail des airs. Ça ne saurait passer inaperçu à la une du quotidien Le Challenge. Le gouvernement lance officiellement les travaux sur un domaine de 5 hectares. Nous allons finir notre Chakofi par le grand quotidien. Assemblée nationale, promotion de la jeunesse, Dr Ibouraïman Balogun, nommé conseiller technique à la recherche agronomique du président Vlavonou. Une prime à l'excellence et au militantisme, nous informe le journal. Le journal qui parle également de la construction du grand marché à bétail des airs. Le ministre Tossoui lance officiellement les travaux communaux et municipaux 2020. La Sénat échange avec les partis politiques le lundi prochain. Une information importante quand même que vient de nous apporter le grand quotidien. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces informations que s'achève la revue des titres de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maury Agua. À présent, chers amis, pause publicitaire en bonne et due forme. Et juste après cela, nous retrouverons Testani Koundeyon qui sera là, évidemment, juste pour vous. Pourquoi est-ce que tu es avec moi, Carlo? Parce que t'es vraiment affreuse. Allô? Carlos s'est fait tuer, Teresa. Ton mari s'est fait assassiner. Il faut que tu te sauves, parce que tu es la prochaine sur la liste. Retrouvez du lundi au vendredi à partir de 20h30 2 épisodes de votre feuilleton La Reine du Sud. La Reine du Sud, c'est de la séduction, de l'amour et de l'intrigue. Où est-ce que tu crois aller comme ça? J'ai besoin de votre aide. Je suis désolé, mais je ne peux absolument rien faire pour toi. Où tu vas? Reviens ici! Est-ce que tu essaies de me menacer, Mathias?
De retour c'est le retour sur le plateau, chers amis. Tessani Goudéon installé toujours avec une teinte au-dessus, hein, parlant de... Je continue ou je m'arrête là? Je continue. Plus délirante que cette fille, je vous promets, je suis toujours en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Et à elle s'ajoute Mori Agua avec son gobi. C'est rose ou c'est rouge? C'est rose, voilà. Un gobi rose aujourd'hui. Franchement, ces deux-là. Que le Seigneur me vienne en aide, parce qu'au final, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voulez que je décrive tout ça en Non, pardon. D'accord. Ok. Alors, Tessanik, bonjour et bienvenue. Décrivez. Bonjour, Natacha. Et là, elle a le visage innocent du style, c'est vraiment pas Maurice. de quoi on parle. Bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs du côté de Diaspora FM. Maurice, vous allez bien? Vous m'avez manqué hier. Oh. Manqué, ça là, c'est quelle chanson encore ça? C'est quelle trompette encore ça? C'est la phrase qui déçoit Maurice. Mais votre gobi, vous l'avez mis du côté droit. Du côté de la mer. Bon, je n'ai plus envie de savoir. Je n'ai définitivement plus envie de savoir. Bonjour Natacha. Vous avez fini? Bonjour Madame Kofi. Vous avez fini? Elle a une belle tenue. C'est bon? Oui, je n'avais pas remarqué aussi. Cet assemblage de couleurs. Seigneur. Du rouge. Qu'ai-je donc fait pour mériter d'avoir ces deux individus dans ma vie? Nous ne sommes pas des individus. Ah bon? Quelle est la définition d'un individu déjà? Non, individu, c'est en dessous de personne. Et nous sommes des personnes. Maurice Agua, je voudrais rappeler à Natacha Gofi que nous sommes des personnes et pas des individus. Vous voulez que je vous lise la définition d'individu? Lisons vivant. Sérieusement, bonjour, bienvenue. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, on a commencé à parler hier déjà des perruques qui représentent un atout de beauté et de féminité. On l'a dit, Maurice Agua l'a soutenu. Ah oui? C'est un incontournable de la beauté. J'ai raté ce passage-là. La beauté féminine. Dans ses rêves. Ah, d'accord. Tout se passe dans mes rêves. Vous êtes actuellement dans mes rêves. Alors, on a prévu finir cette chronique aujourd'hui en parlant de l'entretien de la perruque et également des basiques pour choisir notre perruque quand on est une femme et qu'on en a besoin. Parce que oui, dans votre vie de femme, un jour ou un autre, vous aurez besoin d'une perruque. Tout le monde finit par porter une perruque. Les femmes, bien sûr. Un homme avec une perruque, enfin... Je pense qu'on fera l'essai avec Maurice Agua pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour vous montrer la différence. Dommage, vous l'auriez dit hier que je serais venue avec. Avec une perruque aujourd'hui. Je vous laisserai faire, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez le choix? Il dit je vous laisserai faire du style... Vous résistez, on vous ligote là. Sinon, je vous ferai faire sans mettre plat dans ce studio. Vous, Maurice Agua. Vous qui après un saut êtes essoufflé, on dirait... vous savez les vieux trains là, comment ils fonctionnent, mais quand ils sont... quand ils sont à bout, hein, quand ils sont proches de la mort, les vieux trains, ils commencent à faire... Le silence est plus fort que tout. Ouais. D'accord. Sauf que là, vous avez parlé. Le silence n'est pas une faiblesse. Vous, qu'est-ce que c'est? Vous comprendrez. Alors, je vous parlais déjà de Maurice Agua. Vous me déconcentrez dans mon élan purement intellectuel. Oh mon Dieu! Je suis votre caméra que vous devez regarder. Pour cette rubrique. Au départ, votre regard, il m'inspirait. Vos yeux étaient un flot d'inspiration pour moi. Ah! Mais là, carrément. Oh, franchement, là, je vous ai tué. Là, vous m'avez tué. Non, mais les trains, comment on appelle ça? Les trains à vapeur. Ouais, laisse faire des non, sérieusement, j'oublie. On dit les trains à vapeur. On a fait la même classe avec toi. On ne veut pas savoir. On va apprendre tes leçons. Ce sont les trains à vapeur. En fait, tu n'en sais rien du tout. On va apprendre tes leçons. C'est quand Maurice Agua ne sait rien du tout. En fait, vous n'avez pas la réponse. Et du coup, va apprendre tes leçons. Très bonne astuce. Vous me permettez de vous donner les astuces pour choisir votre coiffure? À qui?
Alors, ce vendredi, là, je n'ai pas assez de force, quoi. Donc, permettez-moi de ne pas beaucoup parler. Vous n'avez pas assez de force et vous parlez de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé en France il y a 2 jours, peut-être? Non, c'est le mercredi. Elle n'était pas là mercredi, c'est le mercredi qu'elle a fait le babouillet est devenu mouton, s'il vous plaît. Respectons-nous vivants. Alors, quel type de coiffure est-ce que nous pouvons porter selon notre visage? C'est déjà ce dont je vous parlais hier. Vous devez tenir compte de votre coiffure partant de la morphologie de votre visage. Pour certains, non, pour certaines femmes, c'est un visage carré. Pour d'autres, le visage est rond, allongé ou encore ovale. Et justement, à chaque visage correspond des coiffures permettant de mettre en valeur les traits et d'équilibrer votre physionomie. C'est très important. Il ne sert à rien d'aller faire le même type de coiffure que votre copine alors que vous n'avez pas la même morphologie. Après, elle est toute jolie avec sa coiffure, alors que vous, on n'a pas la possibilité de vous regarder 2 fois de suite, ça pose un problème. Vous devez suivre votre morphologie de visage pour choisir la coiffure et pas ricocher votre perruque quand vous êtes sur un marché de perruques et que vous devez en prendre un. Alors, les basiques, c'est des standards que tout le monde suit la plupart du temps pour choisir une coiffure et pas ricocher une perruque. Et qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous avez un visage rond, un visage carré, un visage ovale? Vous avez les spécificités parlant de type, de couleur. Et la couleur, ça va beaucoup plus avec votre teint. Et parlons de la morphologie de votre visage. Si vous avez un visage carré, par exemple, vous êtes le genre de personne qui doit préconiser des perruques bouclées. C'est un standard sur lequel toutes les personnes, tous les acteurs de la beauté s'entendent. Quand vous avez un visage carré, vous devez opter beaucoup plus pour des perruques bouclées ou des perruques avec des mèches autour du visage. Pas que les autres types de coiffures ne vous iraient pas, mais celles-là ressortent beaucoup plus vos traits de visage et également affinent votre beauté. Pour les visages ronds, est-ce qu'on a un visage rond par ici? Maury, Dacha, vous confirmez que Maury Agua, il a le visage rond? Non. Non, d'accord. J'ai un visage ovale. Ah, d'accord. Pour les visages... Visage trapèze. C'est encore mieux. Alors, pour les visages ronds ou en losange, bon, c'est trapèze losange chez vous, ou en losange, vous opterez pour une perruque... Il n'y a pas de visage perpendiculaire. Ça lui conviendrait mieux, quoi. Mais bon, allons-y, je dis ça, je dis rien. Un visage rond ou un visage en losange, vous opterez, mesdames, pour une perruque qui fera paraître vos joues un peu plus étroites. C'est très important parce qu'avec un visage rond, vous avez déjà on a l'impression que vos joues sont totalement joufflues. On ne voit que ça la plupart du temps sur votre visage. Alors, votre type de perruque doit faire en sorte qu'on ait l'impression que vos joues sont un peu plus étroites. C'est très important. Sinon, après, vous êtes là. Les cheveux sont là et vous êtes là. On voit vos joues en avant. Les acteurs, les spécialistes de la beauté féminine nous disent que ce n'est pas bon de le faire ainsi. Alors, c'est important que ce soit une perruque avec laquelle vos joues semblent un peu plus étroites. Pour ces types de perruques, justement, vous pouvez en opter avec des franges. Et c'est également le cas pour les personnes qui ont les formes ovales de visage. Elles doivent opter pour des perruques en forme rectangle qui ont des franges et qui cachent un peu les joues pour les personnes qui ont le visage rond et le visage en forme ovale. Mais tout ça est nous fait un peu bizarre quand on commence à associer la morphologie des visages à des formes géométriques. On ne s'y retrouve pas toujours. Alors, comme je vous le disais hier, c'est toujours mieux de prendre conseil chez votre coiffeuse qui, si vous en avez plusieurs, c'est un peu compliqué. Et c'est mieux si vous n'en avez pas qui s'y connaissent véritablement, c'est encore pire. Mais en vous mirant, à coup sûr, vous savez exactement quelle forme de visage vous avez.
Natacha, votre visage, il est entre ovale et rond. En fait, vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Je ne veux pas affirmer. Du coup, je veux pas affirmer et vous voir faire ça alors que je disais que quand on se mire, on sait quelle forme de visage on a. Je vous limite. Donc, commencez à chercher entre ovale et rond et vous finirez par retrouver. Mais non, on va vous demander de faire un exercice pour nous. Essayez de voir quelles sont les astuces pour savoir exactement quelle forme de visage on a. Je me souviens l'avoir déjà fait. Ok, donc je l'ai déjà fait. C'est sûr que ce sera mesuré. Non, non, c'est pas mesuré. Il y a plusieurs astuces. Ok, ça va chercher. Non, non, certainement pas. Il y a plusieurs astuces pour ça. Cherchez donc pour nous et revenez nous ce sera dire. Au cours de la semaine du 17 qu'on va en parler, parce que la semaine prochaine, on parlera de Saint-Valentin et vous commencez déjà à bourrer du rouge. Attention, ça n'a rien à voir. C'est intéressant. Alors, pour la Saint-Valentin, moi, je ne porte jamais du rouge. Vous allez porter quelle couleur? Vous connaissez la Saint-Valentin, vous, déjà? Non. Ben voilà. Mais de quoi parliez-vous? De quoi parliez-vous? Parlez l'auteur. Alors, les formes de visage doivent être préconisées dans le choix des perruques. Il ne faut surtout pas prendre une perruque que vous ne pourrez pas porter parce que vous l'aurez mise une première fois. Et enfin, votre époux vous aurait dit par exemple, « Chérie, ça ne le fait pas du tout ». La déception que cela vous fait, surtout quand c'est une perruque naturelle, comme on l'a dit hier, les perruques naturelles qui, si je dois prêter l'expression de ma charmante Laurette Kankangbe, pourraient vous coûter la peau des fesses et vous vous retrouvez à ne pas pouvoir la porter. Là, je sais pas. Elle est belle, la dame de l'image. Oui, et la coiffure aussi lui va bien apporter quelque chose. Choisissez donc votre perruque pour que Natacha Kofi, en vous croisant, puisse vous dire vous êtes belle avec votre perruque, comme la dame de la photo. Après que Natacha Kofi vous le dise ou pas, qu'est-ce que ça change à votre vie? Non, Rien du tout. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Alors, l'entretien des perruques pose également problème. On le disait hier avec les perruques synthétiques, c'est un peu moins complexe. Mais les perruques naturelles, vous pouvez les bousiller si vous ne savez pas comment les entretenir parce qu'il y a des shampoings spécifiques pour les nettoyer, eux. Et ce ne sont pas les shampoings standards que vous pouvez utiliser, par exemple, pour votre perruque synthétique, que vous utiliserez pour votre perruque naturelle. Ce ne sera pas la même chose, donc, avec une perruque synthétique et une perruque naturelle. Pour les perruques synthétiques, vous devrez passer du shampoing. Il y a le verbe qui va avec, shampooiner. Vous devez shampooiner dans de l'eau fraîche avec des shampoings adaptés. Vous pouvez même ajouter une cuillère de bicarbonate de soude pour nettoyer votre perruque synthétique, je le reprécise, parce que la bicarbonate de soude, elle est utile pour les mauvaises odeurs. Alors, si votre perruque, elle avait déjà une odeur désagréable que vous voulez faire passer, vous pouvez ajouter à votre mélange d'eau fraîche et de shampoing une cuillère de bicarbonate de soude, voilà, pour que votre perruque soit imprégnée d'une autre odeur. La bicarbonate de soude sera associée à l'odeur spécifique de votre shampoing et cela va justement changer l'odeur désagréable que vous avez dans votre perruque. Après ce lavage, vous n'aurez plus qu'à la faire sécher tout simplement sur une serviette étendue par terre ou si vous avez une tête de mannequin, comme on l'avait vu, la tête de mannequin Coco taillée que Natacha aimait hier. Voilà, si vous en avez une comme ça, vous pouvez sécher votre perruque là-dessus. Sinon, ce sera plutôt sur une serviette sèche que vous allez sécher votre perruque. La procédure, comme je vous le disais avec les perruques naturelles, elle est différente, ce n'est pas pareil. Vous devez remplacer l'eau froide par de l'eau chaude et utiliser plutôt un shampoing particulièrement doux. C'est très important et ce genre de shampoing, vous n'avez qu'à aller le chercher avec votre coiffeuse ou votre coiffeur, mais que ce soit vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance parce qu'il peut vous dire que c'est le shampoing adapté pour les perruques naturelles sans que ce ne soit le cas. Alors vous devez faire très attention ou même faire des recherches sur les marques de shampoing qui proposent des shampoings pour les perruques naturelles. Moi, je ne peux pas vous en parler parce que ça leur fera de la pub gratuitement et si je cite tous les noms, on me multipliera le prix de la pub par le nombre de noms que j'aurais cités.
je ne veux pas prendre le risque d'y faire passer une année de salaire. Donc, je suis obligée de taire les noms de marques adaptés à vos perruques naturelles. Mais, comme le dirait l'autre, allez googler pour retrouver justement ces marques-là et et savoir exactement ce que vous devez utiliser pour votre perruque naturelle. Et votre perruque, voilà, vous pouvez, après l'avoir nettoyée, faire un brushing qui vous permettra de ramener la forme de base de votre perruque. Et comme on le disait déjà hier, avec les perruques naturelles, si après l'avoir utilisée, au bout de 6 mois, d'1 an, vous la nettoyez et que l'ancienne forme ne vous plaît plus, si vous en avez acheté une vraie perruque naturelle, vous avez la possibilité de changer sa forme. Donc, si elle était lisse, vous pouvez aller vous la faire boucler. Si elle était bouclée, vous pouvez la lisser. Si elle était longue et que vous voulez changer de style, vous pouvez en faire une coupe, enfin, la découper tout simplement pour la ramener au modèle que vous souhaitez. Alors, tout ça est possible avec une perruque naturelle, mais pas avec les perruques synthétiques. Voilà donc la différence entre les perruques synthétiques et les perruques naturelles dans l'entretien, c'est l'usage de l'eau froide pour la perruque synthétique et de l'eau chaude pour la perruque naturelle et la différence des shampoings. Il y a des shampoings spécialisés pour les perruques naturelles que vous devez rechercher en utilisant ceux de 500 que les bonnes dames font elles-mêmes et nous vendent au coin de rue, au quartier. Là, vous êtes sûr de détruire votre perruque naturelle avant même de commencer à l'utiliser. Merci Testanique, merci pour ces belles astuces. Je pense que cela servira à Moriagua qui, en raison de son début de calvitie, a décidé d'opter pour les perruques des hommes. Je parlerai des perruques pour hommes incessantes. Il y en a. Vous savez, il y a des perruques pour hommes si vous avez envie de paraître avec des glades ou des looks, par exemple. On en parlera. N'en parlons pas seulement. Apporter. Apporter. D'accord. Portons. Apporter, portons. Moriagua, c'est sans commentaire. Je suis partie. Ça y est, vous avez fini? Coup clic. Accordé, validé, quoi. Eh bien voilà, chers amis, nous parlons du chiffre du jour à présent, le temps que notre invité ne s'installe justement pour que l'on puisse passer au face-à-face. Et aujourd'hui, il s'agit notamment du chiffre 115. Nous parlons donc de 115 milliards de francs CFA. Pour en débattre avec moi, comme d'habitude, Testanique et Moriagua. Moriagua qui nous rejoindra dans un court instant. Testanique Oudayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi, c'est toujours un plaisir. Nous parlons donc de 115 milliards de francs CFA. Eh bien oui, 115 milliards de francs CFA. Nous sommes au cœur de ce projet de construction de centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi qui sera bientôt une réalité. Si vous êtes avec nous depuis 7 heures, vous avez pu suivre l'élément de la rédaction d'Eden TV sur le sujet au cours du bulletin d'information avec Moriagua. Et justement, le financement pour ce projet-là est définitivement bouclé. Le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants de la Banque Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement du projet. 175 millions d'euros, soit en francs CFA 115 milliards. C'est la cagnotte qu'a pu obtenir pour le Bénin, Romuald Wadani, notre ministre des Finances et de l'Économie, pour la construction de cet hôpital de référence qui est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Le financement bénéficie entre autres de la garantie partielle de la Banque publique d'investissement française. Et ce premier partenariat historique entre le Bénin et cette grande institution a permis de conclure ce financement à une maturité finale qui est agrégée d'environ 11 ans et un taux d'intérêt agrégé de moins de 4%, très compétitif comparativement à ceux pratiqués sur les marchés financiers internationaux et régionaux. Voilà donc entre autres informations sur ce financement-là que le Bénin a obtenu pour la construction de cet hôpital de référence, Natacha Kofi, un hôpital qui
retient notre attention de par les nouvelles dispositions, sinon les dispositions ultra modernes. Si je dois citer le ministre de la Santé qui y sont associés, moi, un aspect retient particulièrement mon attention, c'est bien l'aspect médecine nucléaire qui sera associé à cet hôpital parce que c'est un plaidoyer qui est fait depuis quelques années, notamment pour mieux faire face au cancer. Le ministre l'a notifié dans son intervention tout à l'heure. La médecine nucléaire est devenue depuis quelques années un incontournable dans la prise en charge sanitaire des cancers et donc mettre en place un hôpital qui puisse tenir compte de cette forme de médecine-là. C'est très important. Quand on se rappelle qu'il y a quelques années, un projet de mise en place d'un centre de radiothérapie et de médecine nucléaire était prévu dans cette même commune d'Abomey-Calavi et qu'elle n'a jamais abouti. C'est heureux de savoir que un nouveau projet prendra la chose en compte et surtout que le financement est déjà disponible, que ce projet sera très tôt mis en œuvre pour le bonheur des Béninois et surtout pour le bonheur de nos caisses, hein, parce que ce sont les fonds de nos caisses qu'on déploie pour évacuer tous ces patients béninois là qui sont obligés d'aller à l'extérieur, en Afrique du Sud, en France, en Italie, pour suivre des soins spécifiques quand ils sont atteints du cancer jusqu'à un certain niveau. Et là encore, il faut qu'ils aient de la chance et ainsi de suite. C'est autant de choses de problèmes qui seront réglés par la mise en place de ce nouveau centre-là, surtout si la question de la médecine nucléaire est véritablement réglée. Ce sera un véritable ouf de soulagement. On peut aujourd'hui faire la chimiothérapie au Bénin, mais pas de radiothérapie et rien d'autre en lien avec la médecine nucléaire qui intervient dans le traitement des cancers. Et si ça peut se faire, on peut tous s'en satisfaire. Cet hôpital dont nous parlons, Tessani Gondéon, cela couvrira, je veux dire, un site de 15 hectares. Exactement. Et disposera des services cliniques, d'un plateau technique de haut niveau dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Je crois que c'est vraiment Oui, ce sera un hôpital à nul autre pareil. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais eu et j'espère que cet hôpital-là rivalisera avec le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga qui à ce jour reste la seule et grande référence que nous avons au Bénin. Vous voyez des patients qui ont des cas assez graves dans le nord du pays et qu'on est obligé de transporter de là-bas jusqu'à Cotonou, alors que vous connaissez les seuls moyens de transport que nous avons. Beaucoup de vies ont été perdues comme ça. Et que ce soit un premier pas sur le long chemin à faire pour améliorer notre système sanitaire au Bénin. En avoir un à Abomey-Calavi, c'est déjà un objet de satisfaction pour nous en tant que citoyens. Là encore, ce n'est que l'accord de financement qui a été signé et le financement obtenu. Mais la construction en elle-même, quand est-ce qu'elle démarrera, quand est-ce qu'on aura le projet en lui-même, c'est la grosse interrogation qui continue de planer. Mais c'est un grand projet, un projet ambitieux qui est d'ailleurs respectueux de la population et qui nous met en avant, qui met l'homme dans son importance, dans un système en avant. C'est très important quand on commence à avoir un système qui s'inquiète de la santé des populations, de l'éducation de nos enfants, de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous comprenons que nos dirigeants se rendent compte de l'importance de l'homme dans leur système, parce que c'est autant de détails qui mettent en avant l'homme, et c'est très important. On n'est plus forcément dans l'urgence des grandes infrastructures, mais beaucoup plus dans l'urgence qui permet à l'homme d'être dans les meilleures conditions pour mener à bien justement les projets qu'ils ont pour ce pays. Absolument. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu quelqu'un se plaindre justement d'un hôpital dont je tairai le nom. Et ils avaient un problème justement, ils n'arrivaient pas, le médecin leur avait demandé certaines analyses et radios spécifiques. Et ils avaient du mal justement à pouvoir les faire, non pas par faute de moyens, mais justement parce qu'il n'y en avait pas de fonctionnels au Bénin, parce que sinon il y en a.
Mais ça ne marche pas et c'est heureux, hein, là, de lire dans l'article que l'hôpital offrira des commodités pour les explorations diagnostiques avec des unités de biologie et d'imagerie. Je pense que ça, c'était le plus gros souci de la personne dont je parlais à l'instant. Et nous savons tous, ou nous avons tous eu un parent ou un proche qui, à un moment donné, a été malade et a eu besoin d'un soin spécifique et s'est entendu dire à l'hôpital, désolé, on ne peut pas vous offrir ce service-là ici, il faudra vous rendre au Togo, il faudra aller au Ghana, et ainsi de suite. Et ça fait mal parce que peut-être que vous êtes dans l'urgence justement du soin pour que votre proche ou votre parent puisse survivre. Mais voilà qu'on vous renvoie au Togo ou on vous renvoie un peu plus loin, histoire d'aller chercher de l'aide ailleurs. Pendant ce temps, tout peut arriver. Alors, Mori Agua, merci à vous de nous avoir rejoints. Oui. Nous parlons justement de ces 115 milliards de francs CFA là, donc notamment de la construction de l'hôpital ultramoderne. Oui, vous faites bien d'ailleurs de rappeler ces moments, je vais dire, difficiles pour les Béninois de se rendre, par exemple, au Togo ou même au Burkina pour un scanner. Celui qui est malade, par exemple, et qui a besoin de faire un scanner, ça c'est basique. Et donc, il va falloir ramener la personne jusqu'à Lomé ou je ne sais pas où pour aller faire. Et à combien, à quel montant? Et donc, c'était vraiment compliqué, alors qu'en ce moment-là, on était déjà au XXIe siècle. Aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est heureux de savoir que le Bénin, de plus en plus, se positionne, ou du moins va se positionner avec l'hôpital nucléaire, on a dit. L'hôpital de référence, qui intégrera la médecine nucléaire dans la sous-région. Comme l'a titré un journal, ce sera un hôpital de référence dans la sous-région. Déjà, avec 115 milliards de nos francs, on voit un peu déjà, on a une idée de ce que ce sera comme standing, équipement et autres. La médecine nucléaire, si vous voulez qu'on en parle un tout petit peu, ce qui est essentiel, c'est déjà les maladies dont s'occupe la médecine nucléaire. J'ai entendu déjà Teslanik en parler, mais ce n'est pas que les cancers, mais c'est déjà les cancers et bien tout type de cancer peut être traité dans un hôpital pareil. Les maladies cardiovasculaires, je lis ici artériosclérose et infarctus. Et donc, les troubles neurologiques également, démence de type Alzheimer. Qui parle d'infarctus parle en même temps des AVC. Tout à fait. Et toutes maladies cardiovasculaires. Démence de type Alzheimer, maladie de Parkinson. Il y a tellement de parents aujourd'hui qui souffrent de perte de mémoire, de Alzheimer. C'est très connu, on dit, comme le disait une personne, ça, c'est les maladies des Blancs, hein, mais bon, ce n'est plus seulement les maladies des Blancs. Ça ne l'a jamais été, d'ailleurs. Bon, voilà, c'est chez nous. Avec l'âge, voilà, la personne peut perdre la mémoire et puis, voilà... elle se comporte comme un enfant, il faut donc l'aider à tout faire. Et donc, on se demande comment traiter ces genres de maladies. Merci. Et donc, je crois que j'ai un ami qui est en Europe qui me parlait de cette maladie pour savoir comment faire. Il faut visiter les sites, il faut faire ci. Alors que normalement, on doit pouvoir avoir des spécialistes, un hôpital quand même qui pourra vraiment soulager les patients, orienter les malades parce que finalement, et conseiller les proches. Finalement, on garde ces malades là, on se dit est-ce qu'ils sont fous ou bien qu'est-ce qu'ils ont, bon, et puis finalement ils sont là, ils attendent la mort alors que peut-être il y a des prises en charge qui peuvent guérir ces personnes. Donc je pense quand même que c'est très heureux qu'on soit à ce niveau-là. J'espère que très vite et dans quelques mois on pourra parler de l'inauguration de cet hôpital-là qui sera vraiment une réalité, qui va forcément être un centre synergétique, je pense que c'est l'expression que je dois utiliser pour les pays de la sous-région, pour les patients de la sous-région, vu l'importance des maladies dont va s'occuper un tel hôpital. C'est à l'actif du gouvernement
je vais dire que diriger, c'est aussi une continuité, c'est aussi prévoir. Et donc, même si on ne sait jamais, ce gouvernement ne réussit pas à tout faire, les jalons sont déjà établis. Et ils ont lancé les tentacules. Ils ont lancé toutes les tentacules. Quand on parle de fonds débloqués et tout, on sait et on est conscient que ce qui est prévu sera fait. Et donc, on peut se frotter les mains. D'accord. Alors, merci Moriagua. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez en train de parler et vous m'avez rappelé pas mal de souvenirs. Quand on a des parents malades de cette façon-là, je crois que la clé, d'ailleurs, quand on parle de n'importe quelle maladie, c'est l'information. Savoir ce qu'il faut faire à la maison pour faciliter et puis je dirais même améliorer la vie au quotidien de ces malades-là. Et parlons justement de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ce qui se passe en Afrique en général, c'est que les familles n'ont aucune information. Ce sont des maladies qui ne nous sont pas communes. C'est pas comme le paludisme et quelle autre maladie nous avons au quotidien par ici. Ce n'est pas comme ce genre de maladie-là. Du coup, on ne sait pas quoi faire pour aider ces patients-là au quotidien, pour leur permettre de mieux se porter. Et c'est heureux de savoir que nous aurons d'ici là un hôpital ultra-moderne, comme ils disent, un hôpital au sein duquel on aura du personnel qualifié, un personnel spécialisé qui pourra justement donner les informations adéquates aux proches et aux familles. Parce que oui, il faut un traitement. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pour un traitement. Mais si vous devez retourner chez vous avec le patient, il faut bien évidemment pouvoir lui permettre d'évoluer dans un environnement qui facilite la guérison ou en tout cas qui lui permettent au quotidien de pouvoir vivre tranquillement. Quand on ne sait pas quoi faire, c'est très difficile. Et on parle... La chose que vous abordez est très importante et cela représente un véritable problème dans notre système sanitaire. Quand vous allez à l'hôpital, on doit donner des soins à votre parent, on ne vous explique rien de son état de santé. Voilà. Après, vous ne savez même pas quoi faire. Les agents de santé ne parlent pas, ils ne communiquent pas avec les patients. C'est un véritable problème. L'hôpital de référence n'est pas ce qui viendra résoudre la question. C'est un problème général. Que cela vienne avec cet hôpital de référence, ce sera une satisfaction. Mais de façon générale, il est important de régler cette problématique-là. C'est bien de Je voudrais aussi apporter de l'eau à votre moulin parce qu'effectivement, on voit quand même que c'est, comment je vais dire, c'est une anomalie. Oui. Ce n'est pas normal que moi, j'ai des amis qui sont en Europe et qui sont allés se faire soigner là-bas. On dit, aussitôt quand nous sommes arrivés, le médecin, tout ce qu'il faisait sur notre fils, il le disait. Oui, ils étaient même dans une salle où il y avait des haut-parleurs où le médecin expliquait les soins qu'il appliquait à l'enfant jusqu'à opérer l'enfant. Et à la fin, il lui a dit, ça pourrait avoir telle conséquence, telle conséquence. Ici, on n'explique rien. Même pour choisir si votre parent sera opéré ou pas, c'est à vous, c'est à vous qu'on laisse le choix. On vous explique les différentes options que vous avez normalement. Mais ici, on vous dit, bon, en fait, si on ne l'opère pas, elle va mourir. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que Teslanik et Mori, vous savez, ça ne se passe pas comme ça dans tous les hôpitaux. J'ai déjà été dans ce même Bénin ou dans ce même Cotonou, dans certains hôpitaux. On vous a expliqué du début jusqu'à la fin, où le médecin, ça va peut-être faire de la pub, désolé Kenneth, mais c'est vous dire qu'en plein cœur les policiers font un travail formidable, donc c'est dire qu'en plein cœur elle était obligée de faire la pub quand même. En plein cœur de Cotonou, il y a des hôpitaux, c'est bon, c'est bon. J'espère que ce n'est pas spécifiquement sur vous et que ça se fait avec tout le monde. Je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas tout le monde, je ne parle que de moi, de ce que je sais. Oui, parce qu'il m'est déjà arrivé de subir des cas spécifiques comme ça et après, avec les autres, ce n'est pas le cas. Non, ce que je disais, en fait, c'est que dans certains... Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord, ça n'a rien à voir. Non, je demande. Dans certains hôpitaux, ça n'a pas été le seul hôpital. Dans certains hôpitaux ici, ou peut-être que je devrais parler de cliniques. Donc, dans certains hôpitaux et dans certaines cliniques, ça se fait. On vous explique les choses. Maintenant, il faut dire qu'en Afrique, en général, nous n'avons pas la culture de curiosité. En Afrique, en général, nous avons une curiosité malsaine et on ne pose jamais les questions qu'il faut là où il faut. Oui, je le dis et je suis très sérieuse. Vous savez, ce n'est pas pour expliquer... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour expliquer ou pour excuser ce qui se passe. Mais vous savez, en dehors de chez nous, les gens, ils vous posent des questions.
Ils sont curieux, ils veulent comprendre ce qui leur arrive. Il faut que le patient ou ses parents moi, j'ai déjà entendu Tessani Moudéon, des patients ici dire aux médecins qui essayaient de leur dire « Ah tiens, vous avez ceci, je veux faire ci, je veux faire ça ». C'est pas le plus important, que je guérisse. Voilà, je pense qu'il ne faut pas lancer la pierre. Je suis convaincue qu'il y a des cas comme ça, des patients qui ne savent pas forcément qu'il est important pour eux. Mais il y a des patients qui ont posé des questions et qui n'ont pas de réponse. Pourquoi ils posent des questions? Quand vous avez le cas A dont vous parlez, à côté, il y a le cas B dont Mori Agua parle, c'est ce que j'allais relever. On pose des questions, mais on ne nous dit pas. Vous devez parfois faire du bruit, et moi, ça m'est déjà arrivé, dire si vous ne dites pas, je ne veux pas continuer à acheter les trucs. Et un agent de santé est déjà allé jusqu'à me dire ce sera à vos risques et périls si vous perdez votre parent. Alors que je dois comprendre ce qui se passe véritablement. Ce que j'allais dire, c'était simplement que c'est un problème culturel. Okay? C'est possible. Ça commence là. Je présume que le problème a commencé à ce niveau-là et qu'après, c'est comme on le dit au quotidien, tout ce qui est normal devient anormal et tout ce qui est anormal devient normal. Ça a commencé par un problème culturel ou, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, où on dit les gens ils posent pas de questions et quand vous leur expliquez, on vous dit à la limite c'est bon, fermez-la et guérissez-moi, c'est le plus important. Et après, les gens, ils y ont pris leurs aises, simplement, parce que après c'est devenu vous venez chez le médecin, vous avez quoi? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis voilà, il fait ce qu'il a à faire. Il vous envoie là-bas à la charcuterie, je dis d'habitude, pour parler des injections ou des soins, en tout cas, qu'il faille vous faire. Et suite à ça, c'est bye-bye. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. La charcuterie, c'est plus la chirurgie que moi j'ai associé. Non. Mais si c'est un problème culturel à la base, c'est ma dernière intervention. C'est un problème culturel à la base, comme vous le dites. L'agent de santé, lui, quand il va à l'université pour étudier la médecine, on lui apprend ce qu'il a à faire et cela doit changer. Cela doit le changer par rapport aux habitudes culturelles qu'il aurait lui-même déjà prises. Et du coup, il est censé donner l'information. C'est un point intéressant. Non, ce n'est pas une attaque. Ce qu'il faut garder en mémoire, chers amis, autant pour vous qui pensez comme nous, que pour vous qui pensez qu'on exagère, parce qu'il y a les deux pans de la chose, c'est que vous avez un élève médecin qui va se faire former, à qui on apprend ce qui doit être fait. C'est tout comme nous, hein. On nous apprend pendant la formation qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand vous venez sur le terrain et que tout le monde marche avec les mains, que vous marchez avec vos pieds, qu'on vous dit non, mais attends, vous prenez pour qui Non, il y a ceux qui font la différence. Ici tout le monde mange. Ils continuent de marcher avec la tête. Tessanic, pour combien de temps? Pour combien de temps? À un moment donné, ils le font. Oui, mais pour combien de temps? À un moment donné, vous en avez assez que tout le monde sans cesse, parce qu'on vous relance sans cesse et vous vous rendez compte que la réalité du terrain est autre. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, on le dit, ce qu'on nous apprend à la théorie est différent de la pratique. Quand vous finissez la théorie que vous retrouvez sur le terrain, la pratique est totalement autre chose et donc il faut forcément s'y faire d'une façon ou d'une autre. Ceci étant dit, il est important que nos médecins et tous les agents des hôpitaux, je parle de vraiment tout le monde, aides-soignants, infirmiers et tout, sachent qu'il est important de pouvoir discuter avec les patients, de pouvoir leur expliquer ce que vous faites, leur expliquer non seulement ce que vous faites pendant qu'ils sont là, leur expliquer quelle est leur maladie, parce que vous savez, parfois on vous dit vous souffrez de ceci, mais le patient il ne sait pas forcément ce que c'est, il s'alarme pour rien, vous lui dites voilà, vous avez le cancer, il ne sait même pas quel type de cancer c'est, vous lui dites peut-être cancer du... Il faut pouvoir lui expliquer pour pas qu'il s'inquiète pour rien, parce que même l'inquiétude peut lui être fatale à un niveau donné selon le type de maladie. Donc, s'il vous plaît, communiquez au maximum avec vos patients, c'est ce qu'on vous a appris. Oubliez la culture, oubliez les récalcitrants, je vais le dire, entre griffes, qui vous ramènent à l'ordre quand vous le faites. Continuez à le faire parce que c'est très important. Et surtout, les conseils à donner pour ces patients-là. Vous savez ce qu'il faut faire à la maison. On ne nous le dit pas souvent. Tout ce qu'on dit à l'hôpital, c'est vous souffrez de ci, vous souffrez de ça, je suis en train de vous faire ci, en train de vous faire ça. Mais plus tard, quand vous rentrez à la maison, comment continuer les soins, comment faire ci, comment faire ça. Ce sont là autant d'informations dont les patients ont besoin pour pouvoir mieux se porter. Et soudainement, Mori Agua a eu une attaque à la gorge.
Il a essayé de retenir un éternuement qui aurait pu lui être fatal. Oui, ça aurait pu vous déchirer. Vous déchirer les... Ah, ça aurait pu vous être fatal. N'exagérez pas. Non, rajoutez pas. Je suis en direct ou bien en différé? En différé. Allez, merci à vous les amis. Ce n'était pas du tout une attaque à l'endroit des hôpitaux, c'était juste pour vous rappeler combien important et déterminant est votre rôle et votre travail. J'allais le dire rapidement pour conclure, j'espère que ces hôpitaux-là, ou cet hôpital qui sera construit ne sera pas spécifiquement dédié à une certaine classe de la société, à une certaine catégorie. Vous pouvez quoi? En tant que futur directeur de cet hôpital, j'y verrai particulièrement. Non, parce qu'on parle d'un hôpital ultra moderne, nous espérons que les coûts qui seront appliqués justement dans cet hôpital-là permettront à tous les Béninois de s'y rendre et que ce ne sera pas, puisqu'il est prévu être ultra moderne, que ce ne sera pas huppé. Et du coup, si vous n'avez pas un certain rang social, vous ne pouvez pas vous y rendre. Le problème demeurera parce que l'hôpital sera là. L'hôpital sera là, mais les Béninois ne pourraient pas en profiter. Alors voilà, merci à vous deux. Le décor était tout planté, mais je voudrais vous rappeler que nous célébrons la journée mondiale sans téléphone portable. Le thème sur lequel nous allons débattre, c'est ça. Pouvons-nous nous passer du téléphone portable en une journée seulement sans téléphone portable? Est-ce possible? Pour en parler, nous recevons pour vous un fidèle téléspectateur d'Eden TV. Il est enseignant de français, sinon on parle de professeur de français pour les enfants. Il est sur Face à Face. Casimir Didago, bonjour. Bonjour Mauril. Tellement les téléspectateurs ont entendu ce nom. Vous suivez presque à la lettre les émissions de la télévision et vous réagissez en plus, vous intervenez beaucoup, vous donnez vos avis, pourquoi pas des critiques, pour construire ce que nous faisons. Dites-nous vos impressions déjà d'être dans ce studio et de voir en face cela que vous voyez à travers l'écran. C'est un bonheur et je tiens à remercier tout le personnel de la télévision et les animateurs de cette émission, particulièrement vous et toutes les autres qui vous accompagnent. Merci vraiment pour l'honneur que vous me faites de me sentir important ce matin. Ah ouais, si vous le dites ainsi, on le reçoit, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est bien la journée mondiale sans téléphone portable. Où se trouve votre téléphone portable? Justement, je ne l'ai pas sur moi, donc je respecte la journée. Est-ce que vous... Ah bon, vous respectez la journée? D'accord, mais pourtant, je pensais que c'est de votre téléphone portable que vous me disiez que vous êtes déjà dans les coulisses. Alors, dites-nous, Casimir Didago, je n'irai pas par le dos de la cuillère avant de vous demander ce que représente pour vous votre téléphone portable. Bon, je dois être honnête. Aujourd'hui, un téléphone portable est incontournable. Nous en avons tous besoin, que ce soit un Android ou un talkie-walkie ou je dis n'importe quoi, ou un petit Nokia. Nous en avons tous besoin pour communiquer, échanger, régler même des problèmes. Et aujourd'hui, on fait même des affaires avec les téléphones portables, même si je reconnais que nous devons parfois nous en débarrasser parce que nous avons tendance à être assimilés, comme le disait un auteur congolais. Nous avons tendance à être facilement emballés par tout ce qui relève de l'Occident, des inventions de la colonisation pour posséder notre mentalité. Et je pense à cet effet que, voilà, aussi important que soit le téléphone, nous devons nous en débarrasser parfois et nous concentrer sur les objectifs de nos vies. Je pose la question autrement, à quoi vous sert votre téléphone portable? Mon téléphone me sert à beaucoup de choses, je dois le reconnaître. Je fais presque tout avec mon téléphone portable. Je conçois des épreuves, j'écris même des livres. Je suis en train d'écrire des livres avec mon téléphone. J'envoie des messages, je communique. Et donc, je règle, je règle toutes mes affaires avec mon téléphone portable.
Et donc voilà. Mais à un moment donné, je reconnais aussi que mon téléphone portable, c'est un instrument qui m'aide à moins m'ennuyer. Donc voilà. C'est ça. Oui. Donc le téléphone portable, si on le comprend bien, joue un grand rôle au quotidien dans votre vie. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre, ou du moins de passer une journée sans votre téléphone de façon involontaire, parce que vous avez perdu votre téléphone, parce que c'est en panne? Est-ce qu'il vous est arrivé? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Vous savez, on perd le téléphone. Avez-vous encore les souvenirs de comment vous vous êtes senti au cours de cette journée-là? Bon, c'est vrai qu'on se sent malheureux au départ. On perd tous nos correspondants. On reste hors zone durant tout le temps que vous passez sans votre téléphone. Malade par hasard? Non, je pense que c'est... Moi, je ne suis pas trop accro de mon téléphone, je dois le reconnaître. Je ne suis pas trop accro de mon téléphone parce que j'estime que avec le téléphone portable, on a tendance à passer plus de temps qu'avec les humains qui vivent avec nous. Donc j'estime parfois qu'il faut parfois laisser de côté son téléphone portable et échanger avec notre environnement. Parfois, on est au salon, la télé allumée, la famille autour, et on ne parle pas avec les gens. On ne regarde même pas la télé. Parfois, c'est la télé qui nous regarde. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Moi, j'essaie de faire vraiment attention. Parfois, je laisse mon téléphone au salon et je dors. Et je pense qu'on devrait faire ça comme ça souvent. Parfois, j'ai vu une image illustrative qui montrait des amis qui se sont invités autour d'une table. Et puis, à cette invitation-là, chacun avait la tête dans son téléphone. C'est courant, ça. C'est un drame. Et on ne s'y rend pas compte. On ne s'en rend pas compte plutôt. On n'y fait pas attention, j'allais dire. C'est vrai, je vous jure. Moi, de par le passé, j'avais des amis qui étaient tellement accros à leur téléphone portable que quand bien même vous les invitez, par exemple, à prendre quelque chose ensemble, ils sont tout le temps sur leur téléphone portable. Et je me rappelle avoir coupé les liens avec quelqu'un juste parce que quand tu l'invites, tout le temps, elle est sur son téléphone portable. Et franchement, ce n'est pas beau à voir lorsque vous voulez passer du temps avec quelqu'un, vous voulez sociabiliser avec quelqu'un et que la personne s'accroche tout le temps à son téléphone. Ce n'est pas toujours beau. Donc, je pense que, voilà, c'est un drame qui se produit, qui nous déshumanise en fait, parce que avec le temps, on constate que, en fait, nous épousons plus nos téléphones que même ceux qui sont mariés. Je ne sais pas si vous faites cette remarque-là. Nous sommes plus avec notre téléphone qu'avec la personne avec qui nous sortons, par exemple. Banalement, ça paraît banal, mais c'est vite fait. On se retrouve dans l'engrenage et rapidement, on devient obsédé de téléphone portable. Ce n'est pas trop bon. Vous savez, il y a des jeunes que je rencontre qui dépendent encore de leurs parents, mais qui traînent avec des iPhones, qui veulent acheter la dernière génération d'iPhone. Et ça fait que, franchement, j'ai l'impression qu'on a un problème, surtout notre jeunesse. On a un problème avec les téléphones portables. Il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à cette question. La jeunesse africaine? Oui, la jeunesse africaine. Dans le monde entier? La jeunesse africaine, vous savez, c'est un merveilleux livre que j'ai lu et que je voudrais partager avec les amis téléspectateurs. Ça s'appelle Poison blanc. C'est écrit par Uriel Kayem, c'est un Congolais. Il est raélien. Donc, Poison blanc, c'est un merveilleux livre dans lequel il explique ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation. Le blanc a utilisé cette stratégie pour nous... Oui, l'assimilation. C'est une stratégie qui consiste à utiliser la tête de l'individu, à posséder le cerveau de l'individu afin de mieux le dominer. D'accord. Le premier élément qui a servi à l'assimilation, c'était la Bible. Et c'est Jomo Kenyatta qui disait que lorsqu'ils étaient venus en Afrique, ils avaient la Bible. Nous avons nos terres. Aujourd'hui, ils nous ont demandé de prier les yeux fermés. Nous l'avons fait. Quand nous avons ouvert nos yeux, ils avaient nos terres et nous, on a la Bible. C'est pareil aujourd'hui. Les Blancs, ils sont venus avec les téléphones portables. Ils nous ont demandé de nous connecter sur Internet. Nous sommes restés connectés pendant qu'eux, ils sont en train de nous dilapider, d'utiliser nos ressources. Donc, il faudrait qu'un jour, nous ouvrions nos yeux et qu'on voit qu'en fait, pendant que nous sommes en train de googler, comme j'ai l'habitude d'entendre, comme vous avez entendu ça ce matin, oui, ou de whatsapper, les Blancs sont en train de
de faire des progrès terribles sur nous. Aujourd'hui, on dit que la Chine construit 2 hôpitaux en 10 jours. C'est énorme. Au moment où le jeune béninois cherche à acheter la dernière génération de iPhone, le dernier enfant chinois est en train d'imaginer déjà ce qu'il peut faire pour posséder davantage le cerveau de l'Africain afin de vivre mieux. Et eux, ils se développent. Nous, on est ici, nous vivons. Nous sommes devenus consommateurs passifs de tout ce qui vient de l'extérieur. Et il faudrait que ça s'arrête un jour. Et ça passera forcément par la prise de conscience. Déjà, pour les téléphones, c'est un drame, franchement. Ça, on ne le dit pas suffisamment assez. Mais les conséquences sont énormes. C'est parce que c'est un drame, justement, qu'une telle journée a été pensée. Les apprenants n'étudient plus à cause de Messenger qui est devenu gratuit, à cause de WhatsApp. Et ils ne pensent pas à rentabiliser, ils ne pensent pas à investir. Ils veulent tout simplement avoir l'appareil sur eux. Et franchement, il faudrait qu'on sensibilise suffisamment, qu'on dise aux gens. Moi, je pense même que l'État devrait s'impliquer. La façon dont on est en train par exemple, de casser les gens au bord de la voie, je pense qu'on devrait casser aussi les boutiques de vente de téléphones portables. On devrait, et je le dis en toute honnêteté, vous savez, il y a un internaute qui disait... Là, je baise sur cette phrase que vous venez de dire. Oui, franchement, il faudrait qu'on ferme les boutiques de vente de téléphones portables. Du moins qu'on arrache les portables. Oui. Qu'on retourne le téléphone filaire. Non, oui, vous savez, la Chine s'est développée pas en étant distrait. Mais nous en Afrique, nous sommes suffisamment distraits. Nous ne sommes plus concentrés. Et qu'est-ce qui nous distrait? C'est des futilités, c'est des choses Justement, c'est les nouvelles technologies. Qui ne nous font pas avancer. Parmi les nouvelles technologies, il y a les téléphones portables. C'est un drame que nous vivons. Les gens sont... Moi, je connais une dame, elle vend du poisson au marché. Elle utilise le petit Nokia. Mais vous savez quelle marque de téléphone son fils utilise? Le fils qui prend tout ce qu'elle... C'est-à-dire le bénéfice de ses souffrances. Le fils a la dernière génération de l'iPhone. Wow. Ce fils, au lieu d'investir pour aider sa maman à sortir de la précarité, préfère acheter un téléphone portable. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je deviens avec mon téléphone portable? Depuis que j'utilise mon téléphone portable, quelle est l'évolution que j'ai connue? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je vous raconte, que j'ai la dernière génération de téléphone. Voilà, belle question. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais au Parlement des jeunes, j'étais avec des collègues et l'un des collègues, il s'appelait, je tais son nom, il est aujourd'hui à Paris, il est au niveau de l'UNESCO. Nous, on avait le Wi-Fi, on avait le confort, on avait tout, climatisation assurée et tout. Donc lui, pendant que nous, on est distraits, on bavardait, on mettait des photos sur Internet, lui, il étudiait. Il profitait de l'Internet et pendant 3 ans, il nous a raconté qu'il a utilisé l'Internet de l'Assemblée pour pouvoir faire des études de master, apprendre l'anglais et déposer ses dossiers pour profiter des opportunités, des stages. C'est comme ça que l'UNESCO l'a appelé. C'est ça. Il est parti à Paris. Et aujourd'hui, il est définitivement français. Il évolue là-bas. Comme plusieurs autres jeunes qui ont pu se réaliser en se concentrant sur le maximum, c'est-à-dire ce qui est essentiel. Aujourd'hui, nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel. On est distrait, on veut avoir des correspondants en ligne, on est content quand on a 100 messages WhatsApp. Mais c'est des futilités. Merci beaucoup pour cette partie très instructive dont vous venez de parler. Casimir Didago, nous sommes déjà au thème de cet entretien. Ça passe très vite. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir reçu pour parler donc de cette journée mondiale sans téléphone portable. Est-ce que vous avez un message à lancer aux jeunes ou du moins à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore compris que le téléphone occupe trop de temps dans notre vie? Je pense que les jeunes, chers jeunes, vous devez mettre fin à cet appât que vous avez vers Internet avec la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est un couteau à double tranchant. Il nous apporte du bien comme il nous apporte de malheur. Il faudrait qu'on en prenne conscience et qu'on sache l'utiliser, qu'on modère notre présence sur Internet et notre utilisation des téléphones portables pour ne pas perdre du temps. Il faut qu'on pense business
Il faut désormais que la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine commence à penser business et moins iPhone, moins téléphone portable. Et pourquoi pas en finir avec Novela TV. Vous savez, il y a des gens qui s'en plaignent et ils disent qu'il faut qu'on coupe Novela TV dans tous les pays africains. Et je pense qu'il faut qu'on coupe vraiment avec... Il faut qu'on arrive parfois à couper Internet et couper les téléphones portables au Bénin et penser développement. Peut-être que je vous inviterai un de ces jours pour qu'on parle de ces films, Novelas TV et autres, pourquoi pas. Ce serait un plaisir. Kazmi Jidago, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous me faites. Merci aux amis téléspectateurs. Le plaisir est partagé, il est bien enseignant de français, professeur de français comme on l'utilise dans le jardin courant. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé de cette journée sans téléphone portable. Pouvons-nous passer du téléphone portable en une seule journée? Nous en avons débattu, le téléphone portable, ce qu'est devenu cet outil de communication dans notre vie qui occupe beaucoup de temps. N'oubliez pas d'aller lire Poison Blanc, n'est-ce pas? Oui, de Kayembe. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous laisse accompagner de Natacha Kofi. Vous avez envie de comprendre l'actualité sociopolitique. Loris, Freddy, Davo et ses invités vous conduisent dans les méandres du landerneau politique sur votre émission Dimanche Politique. C'est dimanche. Bienvenue, bonjour et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. On autorise le ministre des Finances à aller contracter des emprunts pour combler le gap. Si c'est par rapport à ça, le peuple ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que vous auriez voulu corriger? Qu'est-ce qui vous paraît peu pertinent dans les différents détails apportés, différentes innovations apportées à la loi fondamentale? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vote la loi de finances, on autorise déjà le gouvernement à aller faire des emprunts. Qu'est-ce qui explique ou motive, selon vous, ce courage du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon? Il y a quelques mois ou quelques années déjà, vous vous rappelez, il a précisé qu'il faille que la France nous restitue nos biens culturels. Voilà. Dimanche Politique, c'est à suivre sur Eden TV et à écouter sur Diaspora FM tous les dimanches à 11h et à 21h avec Loris, Freddy, Davo. J'espère, chers amis, que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre le face-à-face aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'y ai pris pas mal de plaisir. À présent, on va parler de son rêve pour le Bénin. C'est une surprise que nous faisons à tous nos invités par ici. Alors, dites-nous, quel est votre rêve pour le Bénin? J'ai un très grand rêve pour le Bénin, c'est de voir un Bénin avec un secteur éducatif plus performant. C'est-à-dire un Bénin avec une éducation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus organisée. Parce que vous savez, le secteur éducatif est aujourd'hui l'enfant pauvre du pays. C'est le dernier secteur auquel on pense. Et franchement, ce qui se passe dans nos écoles, insuffisance de salles de classe, manque d'enseignants, la qualité de l'enseignement et tout, il y a beaucoup de problèmes dans le secteur éducatif. Je rêve de voir ce pays-là où les enfants seront heureux d'aller en classe et nos enfants pourront finir leur cursus scolaire et avoir un métier directement, ou auront la capacité de créer directement une entreprise et être indépendants, être économiquement libres. Alors moi, je sais déjà ce que vous faites pour faire de ce rêve une réalité, mais il y en a qui nous suivent ou qui nous écoutent en ce moment qui ne savent pas ce que vous faites. Vous voulez bien leur dire? Oui, déjà, à mon niveau, je fais bien mon travail. Je suis enseignant, donc je fais bien mon cours. J'essaye de sensibiliser ceux qui sont autour de moi à une éducation beaucoup plus prioritaire. Je participe à plusieurs projets de réaménagement du secteur éducatif.
je m'implique dans toutes les grandes décisions qui se prennent pour notre éducation, pour le secteur éducatif. Et je ne voudrais pas vous citer des choses, des noms d'institutions avec lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai essayé de donner mon avis, de dire ce que je pense de ce qui se fait dans le secteur éducatif. J'essaye de sensibiliser ceux qui sont autour de moi à travers les animations pédagogiques. J'essaye de dire ce que je pense qu'on aurait pu faire pour améliorer notre secteur éducatif. J'échange avec mes collègues de l'École normale supérieure où il y a de très bons jeunes qui sont formés, qui malheureusement ne sont pas pris en compte. Et je pense que c'est le moment pour moi de lancer un appel vibrant à l'endroit de notre gouvernement. Je voudrais demander à l'État de prendre en compte tous ces jeunes-là qui sont formés dans nos écoles normales supérieures et qui sont à la maison. Vous savez, c'est de la graine, c'est des pépites qu'on a mises en terre et qui ont germé, qui ont grandi, mais qui, avec le temps, ont été abandonnés à leur sort. Je pense qu'on devrait les récupérer et les utiliser au lieu de faire des tests et recruter. Je pense qu'ils vous ont entendu. Alors maintenant, les Béninois sont à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je veux dire, comment est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que justement ce rêve-là que vous avez devienne une réalité? Je pense déjà qu'il faut suffisamment aimer le Bénin. Le Bénin est un pays merveilleux. Quand vous avez la chance de visiter des pays en guerre, vous avez la chance de visiter des pays où il fait très mal vivre, vous pouvez croire, vous pouvez être sûr et certain de ce que votre pays, le Bénin, est un pays merveilleux, qu'il faudrait suffisamment aimer. Parce que pour développer un pays, il faut l'aimer. Les gens n'aiment pas suffisamment le Bénin. Les gens aiment plutôt l'argent parfois que le Bénin peut leur apporter. Les gens aiment la politique au Bénin. Les gens n'aiment pas le Bénin. Il faudrait déjà qu'on commence par aimer ce pays. Et quand nous allons suffisamment aimer ce pays, nous serons en mesure de nous sacrifier pour tout ce qui peut construire le pays. C'est quand on aime une famille qu'on participe. C'est comme le disait Seydou Badian. Dans la famille s'agrandit, la famille devient grande, devient belle, devient incontournable lorsque chacun joue sa part de responsabilité. Et je paraphraserai François Fanon qui disait que chaque génération se doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Donc nous avons une mission qui est très importante, celle de construire le Bénin. Et pour construire le Bénin, nous devons aimer le Bénin. Comme vous le faites déjà, une émission, une rubrique consacrée à ce pays, c'est formidable, c'est merveilleux. Et je tiens pour cela à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour rendre le Bénin un peu plus meilleur chaque jour. Nous vous remercions pour nous avoir honorés de votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous. On vous souhaite de passer une très belle journée. Merci à vous surtout. Nous allons à présent, chers amis, raccompagner notre invité et revenir pour le Think Cloud. C'est pas possible, tu savais, Goulet. Allez, Think Cloud, à présent, chers amis, nous parlons du veuvage. On parle du veuvage et des traditions autour du veuvage. Vous pouvez essayer. Essayez, vous viendrez nous dire. Allez, on parle du veuvage et des traditions autour du veuvage. On en parlait hier. C'est un sujet assez délicat. Vous savez, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, les jeunes de notre génération, nous nous posons énormément de questions et nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas les bénis oui-oui. On a du mal à accepter qu'on nous dise voilà, c'est comme ça, il faut le faire, point barre. On aime bien comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et justement, parlons du veuvage et des traditions autour du veuvage, on se pose mille et une questions. Il est évident que certaines femmes souffrent énormément de ces traditions-là. Quand on sait que lorsque vous perdez votre compagnon, c'est déjà une souffrance. Ensuite, il faut vous coucher à côté du corps, donc du cadavre de votre défunt mari pendant des jours. Et il faut se laver avec l'eau du bain du cadavre en question. Ah, il faut boire l'eau du bain du cadavre. Il faut N choses à faire autour justement
de cette situation, et ce sont des questions que nous nous posons au quotidien. On a du mal à comprendre. Ah ben, vous voyez, il y en a tellement que nous ne connaissons peut-être pas. Si vous en connaissez, venez nous partager avec nous. Pleurer, tout le monde derrière. Mais le but de le but, non pas de ces rituels, mais le but de ce thème choisi, c'est justement pour aider tout le monde à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire ci et ça. Parce que vous savez, je l'ai dit, nous ne comprenons pas grand-chose à ce qui se passe et c'est bien de savoir que quelqu'un puisse nous aider à mieux comprendre. Bonjour Taureau et bienvenue. Bonjour à vous. C'est à l'eau de votre dit. Bonjour. Oui, hier vous étiez avec nous et vous aviez déjà abordé certains points. Malheureusement, on n'a pas pu revenir sur certains points abordés par vous hier. Testanik Moudayon, tout comme moi, avions pas mal de questions à poser. Du coup, je vais la laisser y aller. Testanik. Bonjour. Bonjour, madame. Et ce matin? Ça va bien chez vous? Ça va aussi. Alors, hier, déjà, vous nous disiez que la femme, c'est elle qui rejoint l'homme et pas le contraire. Mais comme le dit Suspect 95 dans son dernier titre, on est ensemble, je ne suis pas avec toi. L'un quitte son père et sa mère, l'autre quitte son père et sa mère et on se retrouve. Donc après, pour moi, cette façon-là de le dire a posé un véritable problème et je voudrais mieux comprendre pourquoi est-ce que cela doit se passer comme ça. Voilà. Et ce n'est pas à notre temps que cette loi a été instaurée, loi traditionnelle a été instaurée. C'est depuis le temps ancien, même avant Jésus-Christ, et que l'homme et la femme doivent rejoindre l'homme. Et c'est à la femme de suivre la tradition de l'homme. La femme de suivre les interdits traditionnels de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est à la femme de suivre les interdits et la tradition. Et c'est instauré depuis pas mal d'années. Et c'est comme ça, ça doit rester comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas mes parents qui l'ont fait. C'est bien, très bien avant. Et j'ai dit hier que ça a été maudit. C'est dit et c'est maudit. Et tout nous. Donc, on ne peut pas changer. Très bien. Alors, Diatoro, ma dernière question, puisque vous dites que c'est la tradition, ça doit se faire comme ça, on ne peut pas changer, même si les personnes concernées ne le vivent pas bien, même si les personnes concernées sont blessées dans leur amour-propre de par cette tradition. Vous pensez qu'on ne doit pas faire le nécessaire pour ne serait-ce que leur donner une nouvelle forme tout en respectant l'esprit de la tradition? Voilà. Sinon, bon, hier, je disais que pour les personnes instruites, bien lettrés là, et c'est à eux de s'asseoir et qu'ensemble chercher des voies et moyens pour pouvoir toiletter un peu la loi, demander aux parents de tout faire pour diminuer un peu. Ils ne peuvent pas tout changer, mais ils vont diminuer un peu. Vous voyez, par exemple, chez moi, et la plus grande personne de la famille, c'est une dame, c'est une femme. Elle est instruite, elle a aussi un peu de jeton, mais elle ne reste pas devant. Elle propose à nos parents qui sont des petits frères pour leur demander, mais telle chose, si on peut changer un peu, est-ce que ça ne va pas arranger toute la famille, que ce soit nos femmes, les femmes qui viennent vers nous, ou bien nous-mêmes qui sommes là pour que ça puisse arranger tout le monde. Vous voyez, non? Très bien. Donc, c'est à nous de s'asseoir pour voir comment... Mais pour... comment on appelle là? Bon. L'idée vous a échappé, ce n'est pas bien grave. Il y a un nom pour... ça. C'est parce que vous avez beaucoup de jetons. Ce n'est pas grave, je crois que Natacha va tirer l'essentiel. Voilà, donc, pour ceux qui trompent, il n'y a pas à changer. C'est déjà dit, c'est déjà fait par les grands-parents. Alors, Monsieur Diatoro, est-ce que vous trouvez cela juste? Est-ce que vous trouvez cela juste? Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la femme quitte ses parents pour rejoindre l'homme, c'est tout à fait vrai, mais l'homme également quitte ses parents. C'est ensemble qu'ils se mettent quelque part.
Ensuite, est-ce que vous trouvez cela juste? Vous pensez que du côté de la famille, de votre femme, il n'y a pas de tradition? Est-ce que vous trouvez juste que les traditions ne s'appliquent qu'aux femmes et que les hommes en question n'aient rien du tout à foutre, je vais dire carrément, de la tradition du côté de leur femme? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, depuis pas mal d'années, pas mal de temps, et ça n'a jamais été changé. Et la femme ne peut pas imposer sa tradition à l'homme. Est-ce que vous trouvez cela juste? Ce n'est pas à moi de dire le contraire. Non, mais je vous pose la question. De toute façon, vous n'avez pas la possibilité de changer la tradition. Ça, c'est déjà clair et c'est déjà compris. Mais est-ce que vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste? D'accord. Moi, je trouve ça juste. D'accord, très bien. Merci à vous, Monsieur Diaton. Merci. Très bien. Passez une excellente journée et donc au plaisir de vous retrouver par ici. Vous n'avez pas fait la dissertation avec vos collègues quand on était sur les bancs, là? Depuis que le monde est monde, la tradition est comme ça. Très drôle. Et le prof de français vous dira que l'expression « depuis que le monde est monde », justement, ne s'utilise pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit. Mais on l'a tous utilisé à un moment donné. Non, mais de façon sérieuse, chers amis. Oui, j'avais compris, c'était une blague. Je vous rappelle, chers amis, que nous sommes à la fin de cette émission. Donc, merci à vous deux. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Et c'est également le lieu pour moi de vous dire, chers amis, que ce qui est valable pour l'un devrait être valable pour l'autre. Franchement, ce qui est valable pour l'un devrait être valable pour l'autre. Alors, si vous êtes un homme en ce moment, que vous n'avez que des filles, ok? Vous n'avez que des filles, elles doivent se marier, se mettre en relation avec quelqu'un, vous apprécieriez que les traditions qui vont de pair avec votre famille, avec toute la charge spirituelle que l'on nous dit que cela porte, vous apprécieriez que ces traditions-là soient bafouées simplement parce que c'est une femme et qu'elle doit plutôt suivre la tradition qui se trouve au niveau de sa belle famille. J'en sais rien. Ce sont des questions que je pose. Pour ma part, je ne suis pas encore convaincue, je ne trouve pas encore cela juste. Ce qui est valable pour l'un devrait être valable pour l'autre. Et si tant est que les traditions, justement, ont des répercussions spirituelles sur nos vies, cela a également des répercussions sur nos vies, que vous soyez un homme ou une femme. Et du coup, cela devrait être respecté par tous. C'est tout. Merci à vous. Passez un excellent week-end. On vous aime énormément. Hein. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de bien vous reposer. On se retrouve lundi, 7h, 9h, avec encore plus d'amour, avec encore plus de passion et de force. Vous je vous invite à déjeuner. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous et que Dieu nous garde. Bye bye. Bon week-end.